Donc maintenant, pour mettre en application ce qu'on a vu dans le chapitre sur la résolution et le critère de Rayleigh, on va regarder deux exemples d'application de ces principes-là. Le premier, on va comparer les résolutions théoriques obtenues par deux télescopes spatiaux très connus. Principalement, la raison pour laquelle on s'intéresse aux télescopes spatiaux, c'est parce qu'on va avoir beaucoup moins de limitations liées à d'autres effets que ceux qu'on a vus par rapport à la diffraction. Donc, comme on n'a pas d'air autour, qu'on n'a rien, on va avoir des résultats qui devraient être très près des vrais résultats qu'on va pouvoir aller comparer tout de suite après. Donc, les deux télescopes qu'on va regarder, c'est tout d'abord le télescope Hubble, dont vous avez probablement déjà entendu parler. On va le noter par son abréviation, Hubble Space Telescope. Le télescope Hubble a un miroir primaire donc le premier miroir qui reçoit la lumière, qui a un diamètre de 2,4 mètres. Et c'est un miroir qui observe principalement dans le spectre visible. Donc on va regarder ici, pour se donner une idée, une longueur d'onde de l'ordre de 500 nanomètres. Donc on est dans le visible. Évidemment, ça va varier un petit peu. Notre résolution va varier un petit peu en fonction de la longueur d'onde qu'on va étudier. Nanomètres. On peut utiliser directement la formule. Évidemment, la résolution qu'on obtient va dépendre du critère qu'on utilise. Par contre, comme on disait, le critère de Rayleigh, c'est pas mal la norme qui est utilisée partout. Donc, si on ne précise pas quel est le critère utilisé pour déterminer la résolution, c'est généralement le critère de Rayleigh qui va avoir été utilisé. Donc, on trouve la résolution à l'aide de la formule, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin de se soucier de justifier pourquoi. On sait qu'on a une ouverture qui est circulaire ici. Notre télescope est constitué comme une espèce de gros tube à l'intérieur duquel on a tout le matériel optique. Donc, on va simplement dire qu'on a A fois sinus de θ égale à 1,22 fois lambda. Je connais mon ouverture. Mon ouverture est de 2,4 mètres. Ici, on fait très attention. C'est bien parce qu'on a 2,4 mètres de diamètre. À ne pas confondre si on nous donnait le rayon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la grosseur de l'ouverture, donc le diamètre de l'ouverture. Je vais isoler ici tout de suite mon angle critique. Je devrais, en théorie, selon la formule, ça devrait être un sinus qu'on utilise. En pratique, on va trouver des angles très petits. Donc, je vais aller tout de suite pour l'angle est approximativement égal à 1,22 fois la longueur d'onde qui nous intéresse. Ça va être 500 fois 10 à la moins 9. Divisé par l'ouverture de 2,4 mètres. Et on va trouver comme ça un angle approximativement égal à 2,5 fois 10 à la moins 7 radians. On peut refaire le même calcul pour notre deuxième télescope, qui est le James Webb Space Telescope, ou souvent appelé par son acronyme JWST. Comme ça. Le miroir primaire du James Webb est beaucoup plus gros. Miroir primaire.
Ce miroir-là, à la place du 2,4 mètres de Hubble, est de 6,5 mètres. Toujours de diamètre. Et on s'intéresse à une longueur d'onde de l'ordre de 2 micromètres. On change carrément d'ordre de grandeur. Ici, on est en nanomètres, on passe en micromètres. Donc, on est à 2 fois 10 à la moins 6 mètres. En fait, le télescope a une capacité qui est entre une fraction de nanomètre, donc 0,1, jusqu'à une vingtaine de micromètres. On se donne cette valeur-là simplement parce qu'en bonne partie, c'est la valeur pour laquelle on a une référence en ligne avec laquelle on va pouvoir comparer. Donc, j'ai la valeur de mon miroir. Je peux maintenant mettre ça directement dans la formule. On sait qu'on va avoir A sin de θ égale à 1,22 fois lambda. Encore une fois, mon angle critique ici va être 1,22 fois 2 fois 10 à la moins 6 divisé par 6,5 mètres. On pitonne ça et on trouve 3,75 fois 10 à la moins 7 radians. Par contre, on va vite arriver à un mur qui est que quand on regarde des valeurs qui sont des valeurs techniques, ça va être rare qu'on va utiliser un angle en radian. Ici, ce que ça nous signifie, là, c'est que le télescope ici est en mesure de distinguer deux étoiles, deux sources ponctuelles, qui sont à une distance de 10 à la moins 7 radians l'un de l'autre. Donc, si les deux sont côte à côte, même s'il y en a un derrière l'autre, donc imaginons que notre observateur est ici, qui est en train de regarder qu'est-ce qui se passe, que s'il y a une étoile ici et une étoile plus loin là-bas, tant que les deux éléments peuvent être considérés comme des sources ponctuelles, si l'angle entre les deux est de moins que 10 à la moins 7 radians, que 2,5 fois 10 à la moins 7 ici, on aurait on serait pas en mesure de les distinguer, ils apparaîtraient comme un seul point sur notre image. Ou encore, si jamais j'ai deux points dans le même objet, ça veut dire que les deux points qui sont à moins de cette distance-là, je ne serai pas capable de les distinguer l'un de l'autre. Ce qu'on remarque, c'est que malgré le fait que mon miroir ici est beaucoup plus grand, on est passé de 2,4 à 6,5 mètres, ma résolution est restée à peu près la même parce qu'en même temps, je regarde également dans une longueur d'onde beaucoup plus grande. Donc c'est plus difficile d'avoir une bonne résolution dans les grandes longueurs d'onde. Et la conséquence de ça, c'est que je dois, pour compenser, avoir un miroir plus grand pour réussir à avoir la même qualité d'image. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est comparer ça à la valeur qu'on a. Par contre, ce qu'on nous donne comme valeur, ça va généralement être sous forme de degrés. On va mettre ça dans une autre couleur. On utilise souvent le format degrés, minutes, secondes d'arc. Et l'idée, c'est que à l'intérieur d'un degré, j'ai 60 minutes. Et dans 60 minutes, j'ai 60 secondes dans chacune des minutes. Donc, j'ai 3600 secondes d'arc. On va généralement mettre 1 degré. Oh, pardon. Ici, petite erreur. 60 minutes. On va généralement pouvoir le noter avec un petit apostrophe comme ça. Et nos secondes, on va pouvoir le noter avec 2 apostrophes.
Donc, voyons voir à la lumière de ça à quoi correspond notre angle. On a donc... Je pourrais passer directement de radian à degré ou je pourrais recalculer. Ici, on va le faire pour pouvoir l'avoir directement dans la calculatrice. Je ne peux pas utiliser mon approximation des petits angles si je suis en degrés. Donc, je vais faire le calcul en degrés, dire j'ai sin moins 1 de mon rapport de 1,22 fois 500 fois 10 à la moins 9 divisé par 2,4. Donc, je retrouve encore une valeur très petite. Mais l'idée, c'est que je vais avoir donc 1,4. J'ai environ 1,4 fois 10 à la moins 6 degrés. Et là, je vais faire fois 3600 secondes par degré. Donc, on fait une petite conversion ici. Et je trouve comme ça 0,005 minutes, secondes d'arc. Si on refaisait le même calcul maintenant de l'autre côté, on va le faire rapidement. Mon angle critique va être égal à sin moins 1 de 1,22 fois... ici, on était avec 2 fois 10 à la moins 6. Donc 2 microns de longueur d'onde divisé par le rayon, le diamètre du miroir, 6,5 mètres. Et tout ça nous donne 2,1 fois 10 à la moins 5 degrés. Encore une fois, fois 3600 secondes d'arc par degré. Et on trouve 0,07 0,77 secondes d'arc. En comparaison, la valeur expérimentale qu'on va trouver pour le télescope Hubble à cette longueur d'onde-là, on nous dit qu'on a environ 0,04 secondes d'arc. Et pour le télescope James Webb, on nous parle d'environ 0,1 seconde d'arc de résolution. Donc on voit qu'il y a d'autres contributions. Ici, je n'ai pas exactement la même chose. J'ai un peu moins qu'un facteur 10 de différence ici. Ici, si j'arrondissais, j'arriverais à peu près à 0,1 seconde d'arc. Évidemment, quand on regarde les sources en ligne, ils ne nous donnent pas toutes les précisions, mais on tombe sur quelque chose qui est quand même très très près. Surtout si on regarde pour le télescope James Webb, ce qu'on remarque, c'est qu'on est particulièrement près, entre autres parce que la diffraction doit avoir une importance plus grande sur nos résultats. Comme on est à des plus grandes longueurs d'onde, la perte de résolution due à la diffraction devient d'autant plus importante qu'on va avoir beaucoup plus de diffraction quand on est dans le domaine de l'infrarouge, comme ce télescope-ci, que quand on est dans le domaine du visible. Donc ici, la conséquence de ça, c'est que notre valeur théorique s'approche beaucoup plus de la valeur expérimentale que dans le cas du télescope Hubble. Dans le prochain exemple, on va regarder le problème un petit peu à l'inverse. On va se dire,
imaginons que je cherche à observer quelque chose. Ici, on se donne un exemple. Je cherche, parce que j'ai un petit peu de temps libre durant ma fin de semaine, à observer un trou noir supermassif dans la galaxie M87. On sait d'autres observations précédentes que le trou noir devrait avoir une taille d'environ 40 milliards de kilomètres et est situé à une distance d'environ 50 millions d'années-lumière. On sait également qu'on va vouloir faire nos observations à environ une longueur d'onde de 1,3 mm. Différentes raisons qui peuvent mener à ça. Ça peut être parce que c'est ça l'appareil qu'on a pour mesurer. Dans ce cas-ci, il se trouve que si vous voulez aller voir quelque chose au centre de la galaxie, vous voulez avoir des ondes qui sont capables de sortir et qui ne sont pas bloquées par plein d'autres choses. Donc, on regarde pour cette raison-là des grandes longueurs d'onde. La première chose qu'on va vouloir faire, on va vouloir faire nos conversions. Ici, on a plein de types d'unités. On va essayer de tout mettre ça le plus possible dans le même format. Donc, on sait que la taille de l'objet, on va appeler ça D. On va se faire un petit schéma, tiens. Je suis à une distance ici que je vais noter L. Je regarde mon objet qui est situé. Mon objet qui a une dimension, D. Et on va aller chercher c'est quoi les valeurs de D et de L. Et ultimement, ce qui va nous intéresser, c'est l'angle auquel on est en mesure de voir les objets. Ici, ma taille est égale à 40 milliards de kilomètres. Donc 40 fois 10 à la 9, ça nous donne des 40 milliards, fois des kilomètres, donc fois 10 à la 3 mètres. Et j'ai donc 4 fois 10 à la 13 mètres. Pour ma distance L va être égale à 55 millions. Donc 55 fois 10 à la 6, on a nos millions. Millions d'années-lumière. Donc, un année-lumière. Et là, on va chercher dans une table. C'est noté dans votre cahier. Une année-lumière. Donc, ici, j'ai des millions d'années-lumière. Et il se trouve que 1 année-lumière, c'est égal à 9,46 fois 10 à la 15 mètres. Ce qui me donne une taille totale de 5,2 fois 10 à la 23. Et ici, on va faire des calculs très très physiciens. On va y aller vraiment pour quelque chose d'approximatif. On sait qu'on n'est pas en train de faire de déterminer vraiment pointilleusement qu'est-ce qui se passe. Ce que je veux, c'est savoir c'est quoi les dimensions dont j'ai besoin pour être en mesure de faire ces observations-là. Je sais que le trou noir, là, mon trou noir est de cette dimension-là. Ce que je vais observer, en fait, c'est ce qu'il y a autour. Le trou noir en soi, il n'est pas visible, donc je regarde un petit peu autour. Là, c'est très arbitraire. Je vais dire, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est des objets de l'ordre de... j'ai noté ça ici. Environ 6 fois 10 à la 13 mètres. Donc, je me permets de regarder un petit peu plus gros. L'objet en soi, il est assez petit. On va se donner un petit peu de marge de manœuvre. Donc ici, comme c'est seulement pour nous, on va regarder les calculs avec des radians. Je veux connaître quel est l'angle critique. Ultimement, ce que je veux, là, c'est aller dans mon équation A sin de l'angle critique égale à 1,22 fois la longueur d'onde. J'ai besoin, pour être capable de savoir c'est quoi la dimension du télescope que je vais fabriquer, j'ai besoin d'avoir mon angle critique. Donc, je m'en reviens ici pour déterminer l'angle. Mon angle critique
le sinus de mon angle critique doit être égal à D sur L. Et il se trouve que là, je vais faire mon calcul en radians et ça va être des angles très petits, on va voir. Donc, je vais dire sin de θc est à peu près égal à D sur L. 6 fois 10 à la 13 divisé par 5.2 fois 10 à la 23. Ici, je sais que je vais déjà avoir quelque chose de l'ordre de 10 à la moins 10. Allons-y, 6 fois 10 à la 13 divisé par 5.2 fois 10 à la 23. J'ai un angle critique ici d'environ, on va se garder une décimale, 1.1 fois 10 à la moins 10. Si on est en radians. Donc maintenant, quelle est la dimension du télescope que je dois fabriquer pour être en mesure d'avoir une résolution ici de 10 à la moins 10 radians? Allons voir. Je mets dans mon équation ici. Je veux avoir A. Ici, encore une fois, je vais pouvoir me faire des approximations. On ne se casse pas la tête. Fois 1.3 mm fois 10 à la moins 3 mètres divisé par mon angle 1.1 fois 10 à la moins 10. Et l'ouverture que je dois avoir pour mon télescope va correspondre à 1.4 fois 10 à la 7 mètres. Bon, on a joué avec plein d'ordres de grandeur. Maintenant, on se donne une idée de à quoi ça correspond. 1.4 fois 10 à la 7 mètres, on est à 14 millions. 14 millions de mètres. Où on va se mettre ça en kilomètres, avoir une idée un petit peu plus exacte. Une idée un petit peu plus physique. On divise ça par 1000 pour avoir des kilomètres. Ça me donne 14 000 kilomètres d'ouverture. Évidemment, on ne peut pas fabriquer un télescope de 14 000 kilomètres d'ouverture. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut disposer plusieurs télescopes un petit peu partout. Et il se trouve que notre planète a un diamètre de l'ordre de 14 000 km. Plus exactement, 12 700 km. Donc, si on dispose bien nos télescopes de façon à ce qu'on en ait un qui est ici, un qui est ici, un aux deux extrémités, évidemment, on va en avoir à l'intérieur. Il va y avoir plusieurs télescopes comme ça disposés à plein d'endroits qui vont être connectés les uns avec les autres. On est capable de reconstituer une image de telle sorte que notre ouverture fictive de télescope est de 14 et de l'ordre de 12 000 km, ce qui fait en sorte que on a été pour vrai en mesure d'imager un télescope, d'imager comme ça un trou noir supermassif. Et c'est ce qu'on avait eu. Pivotons ici. Il y a quelques années, on avait fait des observations. Un groupe de scientifiques comme ça avait réussi à obtenir une image qui peut apparaître floue comme ça, mais n'oubliez pas ce qu'on est en train de dire. Cet objet-là est situé à 55 millions d'années-lumière et dans le ciel occupe un angle correspondant à 10 à la moins 10 radians. On est en train de regarder des micro
secondes d'arc de cercle. Donc on regarde un angle excessivement fin et en utilisant un télescope de la dimension du diamètre de la planète, on réussit à avoir cette image-là. Donc, même si on essayait d'ajouter davantage de télescopes, on ne pourra pas aller chercher une image plus nette. Ce serait quoi nos solutions pour avoir une image plus nette? Soit on trouve le moyen de mettre des télescopes encore plus distants les uns des autres, ça voudrait dire d'utiliser par exemple des télescopes qui sont en orbite, ou encore on regarde à une longueur d'onde plus petite, et c'est parmi les plans qui sont actuellement étudiés par ce projet-là, qui est nommé le Event Horizon Telescope, qui était une collaboration internationale.